Chers maîtres, honorable assistance, je suis honorée de vous présenter aujourd'hui la présentation intitulée « Endocardite infectieuse et cavité buccale ». Donc, l'objectif de ce travail est de passer en vue les conceptions des conduites de prévention de l'endocardite infectieuse, afin de définir en pratique les recommandations actuelles en matière de soins bucco-dentaires et de harmoniser les pratiques professionnelles. Par définition, donc l'endocardite infectieuse est une atteinte infectieuse d'un endocarde lésé ou d'un matériel prothétique intracardiaque secondaire au passage dans le sang de bactéries ou de champignons. L'endocardite infectieuse est une maladie sévère et mortelle. Selon la Société européenne de cardiologie en 2023, 66 300 décès ont été enregistrés dans le monde. Quelques données épidémiologiques. Donc, en 2008, en France, il y a eu le passage de 3 cas sur 100 000 habitants vers 9 cas en 2014 sur 100 000 habitants. Aux États-Unis, donc c'était 11 cas par 100 000 habitants vers 15 cas en 2011 par 100 000 habitants. En 2003, en Espagne, c'est 2,72 vers 3,49 en 2014. Et en 2019, selon la Société européenne de cardiologie, c'est 13,8 cas par 100 000 habitants. Donc c'est une nette augmentation des cas d'endocardite infectieuse. Dans les pays en voie de développement, donc en Tunisie, c'est une étude de 1981 à 2011 où il y a eu 135 cas. Dans une autre étude entre 1991 et 2000, il y a eu un recensement de 435 cas dans le monde, à savoir 55 cas par million d'habitants. Au Maroc, donc ils ont recensé 100 cas d'endocardite infectieuse entre 2003 et 2011. En Algérie, donc en l'absence de données d'épidémiologie nationale, une moyenne de 250 cas ces dernières années au service de cardiologie du professeur Chtaibi au CHU de Bni Messous, avec des germes incriminés, staphylocoque et streptocoque. En cas d'endocardite infectieuse, la porte d'entrée doit être systématiquement recherchée. Cette porte d'entrée peut être difficile à déterminer, car elle peut être bucco-dentaire, ORL, urinaire ou digestif. La porte d'entrée dentaire est incriminée en cas d'absence d'hygiène bucco-dentaire ou lorsque un soin bucco-dentaire précède l'apparition d'une endocardite infectieuse. L'étiologie des endocardites infectieuses. Dans une étude publiée en 2016, la porte d'entrée bucco-dentaire était incriminée dans 29% des cas, avec des germes streptocoques et staphylocoques les plus incriminés. Toujours dans la porte d'entrée, dans une étude effectuée au service de cardiologie d'Oran, sur 35 dossiers, donc 30% des cas, à savoir 16 patients, l'origine bucco-dentaire était incriminée. Sur une étude descriptive entre 2020 et 2021 au service de cardiologie du CHU Bni Messous, donc sur 229 patients, la porte d'entrée était bucco-dentaire dans 47% des cas, avec des germes incriminés, streptocoque et staphylocoque oral, entre 34 et 40% des cas. Le traitement d'endocardite infectieuse d'origine streptococcique est généralement facile, grâce à la mise en place d'une antibiothérapie. Cependant, depuis quelques années, on observe de plus en plus des phénomènes de résistance grâce à la prescription des antibiotiques. La bactérémie, c'est un passage de germes dans la circulation sanguine de façon temporaire et sans conséquence immédiate. Cette bactérémie, elle peut être soit spontanée, suite à la mastication ou le brossage, ou iatrogène. Elle apparaît 1 à 5 minutes après l'intervention et peut durer jusqu'à 30 minutes. La bactérémie, elle peut être spontanée après une mastication, c'est-à-dire physiologique, ou après un état inflammatoire des gingivites, ou après un acte provoqué tel que la manipulation bucco-dentaire, des extractions dentaires, des soins, des détartrages, ce qui va entraîner la greffe bactérienne sur l'endocarde et entraîner l'endocardite infectieuse ou maladie d'Osler.
Dans l'UNC de médecine dentaire publié en 2012, donc la mastication est responsable de 17 jusqu'à 51% des cas d'endocardite, la mise en place de la digue jusqu'à 30% des cas, l'extraction dentaire simple de 18 à 94 des cas, l'extraction multiple jusqu'à 85% des cas. À l'occasion d'une bactérémie, les bactéries adhèrent à l'endocarde lésé et se multiplient, ce qui entraîne l'augmentation du risque d'endocardite infectieuse. Pour certains auteurs, oui, alors que pour d'autres, non. La chronologie des recommandations de la prophylaxie de l'endocardite. La première prescription d'antibioprophylaxie en 1965 par la pénicilline. Ensuite, il y a eu en 1990 l'introduction de l'amoxicilline comme antibioprophylaxie. 3 grammes 1 heure avant l'acte. Ensuite, il y a eu une succession de prescriptions. Donc 1992, 2002, 2000, 2007, 2009, 2011. On retient celle de 2002 et 2019, donc la prescription de 3 grammes d'amoxicilline 1 heure avant l'acte. Et en cas d'allergie, c'est la clindamycine ou la prestinamycine. 2007, donc l'introduction de la céphalexine et l'azithromycine. Pourquoi l'introduction de ces nouveaux antibiotiques? Donc pour la tolérance, donc la céphalosporine et l'azithromycine pour l'effet bactériostatique. En 2008, NICE, National Institute of Health and Clinic Excellence, donc recommande que l'antibioprophylaxie ne doit pas être donnée aux patients qui présentent une pathologie cardiaque, avec un argumentaire qu'il n'y a pas d'association ou preuve entre les procédures dentaires et le développement de l'endocardite, l'efficacité clinique de l'antibioprophylaxie n'est pas prouvée et les risques de décès par anaphylaxie clinique. En 2015, la NICE recommande la réintroduction de l'antibioprophylaxie. Ensuite, 2012, 2013, 2014 jusqu'à 2021. Pourquoi ces nouvelles recommandations? Donc, plus de patients à risque, augmentation d'incidence de l'endocardite, l'impact des changements de pratique de l'antibioprophylaxie, plus d'outils de diagnostic, plus de recherche systématique et l'évolution des résistances bactériennes. On va parler maintenant de la nouvelle recommandation de la Haute Autorité de Santé 14 mars 2024. Les patients à risque d'endocardite infectieuse. Donc, on retient juste les patients ayant un antécédent d'endocardite, les patients porteurs de prothèses valvulaires ou d'un matériel prothétique implanté par voie chirurgicale ou pertranscutanée, les patients ayant une cardiopathie congénitale complexe cyanogène et les cardiopathies congénitales complexes traitées à l'aide de matériel prothétique placé chirurgicalement ou par méthode transcutanée jusqu'à 6 mois après l'intervention. Il y a eu l'introduction en 2024 des patients porteurs de pompes d'assistance ventriculaire. Donc, quels sont les actes bucco-dentaires invasifs contre-indiqués chez les patients à haut risque de survenue d'endocardite? En 2021, l'anesthésie locale intraligamentaire, les soins parodontologiques, les traitements endo, la reprise, l'amputation, tous ces actes étaient contre-indiqués. Actuellement, en 2024, seul le coiffage pulpaire en denture permanente mature, la pulpectomie des dents temporaires, les traitements chirurgicaux avec l'utilisation de membranes de régénération osseuse et tout traitement de périimplantite qui sont contre-indiqués. Pourquoi ils sont contre-indiqués? Donc, le coiffage pulpaire en denture permanente est contre-indiqué. Selon une étude publiée en 2024, que le taux de succès est de 55 à 60% après 2 à 3 ans. La pulpectomie des dents temporaires suite à l'anatomie complexe reste contre-indiquée. Les techniques chirurgicales avec membrane de régénération osseuse suite à l'infiltration bactérienne et le traitement de périimplantite cause la persistance de l'inflammation. Quels sont les actes bucco-dentaires autorisés mais nécessitent l'utilisation de l'antibioprophylaxie?
L'anesthésie locale en site inflammatoire, intraligamentaire ou ostéocentrale en deuxième intention, donc c'est autorisé avec une antibioprophylaxie. En parodontologie, le sondage parodontal, l'assainissement parodontal, la gingivectomie, l'élongation coronaire, les traitements des poches sans comblement ou avec ou sans comblement, sans utilisation de membranes de régénération osseuse. Donc c'est autorisé. Odontologie conservatrice et endodontie, la pose de digue dans un contexte de gencive inflammatoire, la pulpotomie des dents permanentes matures, la pulpectomie, les traitements endo ou la reprise, la pulpotomie des dents temporaires, des dents permanentes et matures et le coiffage pulpaire des dents permanentes et matures. C'est une étude publiée en 2021, la reprise de traitements endodontiques sur un échec initial sur 1021 cas. Donc il y a eu 85% de reprise succès et traitement chirurgical 88% succès. En chirurgie orale, l'avulsion dentaire, la phrénictomie, la biopsie, l'exérèse des lésions muqueuses, osseuses, sans membrane de régénération osseuse, le dégagement orthodontique des dents incluses, la corticotomie, donc tous ces actes sont autorisés avec une antibioprophylaxie. En implantologie orale, la mise en place d'implants dentaires sans membrane de régénération osseuse ou la mise en place des piliers implantaires. C'est autorisé. En orthodontie, donc la mise en place des mini-vis ou de plaques d'ancrage et la réduction amélaire interproximale. En traumatologie, la réimplantation des dents permanentes qui étaient longuement contre-indiquées, donc actuellement, c'est autorisé sous antibioprophylaxie pour des dents soit matures ou des dents immatures. Quels sont les actes bucco-dentaires non invasifs autorisés ne nécessitant pas d'antibioprophylaxie? L'anesthésie locale dans un site non inflammatoire, la radiographie intrabuccale, la préparation prothétique, les soins restaurateurs sans atteinte pulpaire, la pose de digue, la mise en place et la dépose des dispositifs orthodontiques et l'empreinte. Quelles sont les mesures de prévention de l'endocardite chez les patients à haut risque d'endocardite infectieuse? Donc, on a des mesures générales de prévention, c'est l'hygiène et le suivi bucco-dentaire et le volet médicamenteux, c'est-à-dire l'antibioprophylaxie. Le volet médicamenteux, donc on insiste sur l'utilisation d'un bain de bouche avant l'acte. Donc bain de bouche à la chlorhexidine 0,12% pendant au moins 1 minute. L'antibioprophylaxie avant le geste bucco-dentaire invasif, donc c'est une antibioprophylaxie en dose unique, 1 heure avant l'acte, et il faut espacer en cas d'extraction multiple entre 2 voire à 3 semaines entre les séances. Ou carrément changer d'antibiotique en cas de faire accélérer la cicatrisation. Donc, selon la AS 2024 ou la Société européenne de cardiologie 2023, donc la molécule de choix est l'amoxicilline, 2 grammes 1 heure avant l'acte. La même chose pour la Société de cardiologie. Il y a une petite différence. La AS recommande en deuxième lieu l'azithromycine, alors que la Société européenne de cardiologie, c'est la céphalexine. Il y a eu le retrait de la molécule de la clindamycine suite aux effets indésirables mortels, plus de 2,9 millions d'ordonnances en 2019. Donc, il y a eu le retrait de la molécule de la clindamycine. Que doit-on retenir devant l'endocardite infectieuse? Donc, c'est une prise en charge multidisciplinaire par le biais d'une fiche navette et d'un dossier médico-légal. Les recommandations, donc la durée de l'effet de l'antibioprophylaxie, est-ce qu'on va prescrire 2 ou 3 grammes? Peut-on réellement appliquer ces nouvelles recommandations? L'efficacité de l'antibioprophylaxie. Donc les recommandations d'antibioprophylaxie restent basées sur un consensus. Il existe des preuves scientifiques sur l'efficacité de l'amoxicilline pour les procédures dentaires, mais pas pour les autres antibiotiques. C'est des expériences effectuées sur la souche animale, donc il n'y a pas vraiment d'études sur l'espèce humaine.
Le but recherché par l'antibioprophylaxie est d'obtenir une haute concentration au moment de l'intervention, jusqu'à voir 6 heures après l'intervention. Donc, l'effet de 2 grammes est comparable à 3 grammes. L'antibioprophylaxie de choix est l'amoxicilline 2 grammes et en cas d'allergie, c'est l'azithromycine 500 mg. 1 heure, 30 minutes à 1 heure avant l'acte. L'application des nouvelles recommandations, donc elle dépend de la motivation et l'hygiène du patient, des moyens utilisés tels que les aides optiques, l'isolation et la qualité des actes bucco-dentaires et aussi du coût de ces actes. Pour conclure, devant l'absence d'études fiables et vu le risque mortel de l'endocardite infectieuse, il est sage de continuer d'appliquer le protocole de prophylaxie. Je vous remercie.